bien. Eh ben, donc bienvenue. On a 1 heure pour revenir sur les 7 minutes 30 de démonstration en gros de la plénière. Donc on va vous présenter, alors moi assez peu finalement parce que Wilfried et Émeric ont fait un énorme boulot de préparation et je vais pas leur voler la vedette. Donc simplement vous présenter, si tu veux bien te lever mon ami, Arnaud qui travaille chez Microsoft et qui est également un bon point de contact si vous avez plus de questions sur Azure, donc repérez-le, il sera là à la fin de la session. Et maintenant vous dire en 2 mots ce qui nous attend. Donc on a en gros 3 morceaux intéressants qui sont fondamentalement nouveaux, il y a trop de choses pour qu'on puisse tout balayer. Et les 2 morceaux sur lesquels on va avoir pas mal de petits trucs, c'est la partie site web et une partie qu'on aurait voulu montrer en plénière mais qu'on n'a pas pu montrer en plénière pour des raisons de temps, qui est toute la partie mobile services, donc toute la gestion complètement automatisée d'un back-end pour des applications HTML5, iPhone, Android, Windows, etc., etc. Donc voilà en 2 mots les éléments. L'autre petite spécificité de ces 2 garçons, donc ils animent une communauté qui s'appelle The Cloud et ils font plein de choses avec du matériel. Donc ne soyez pas surpris de voir des devices. On va manipuler des choses qui ne sont pas tout à fait dans l'informatique classique. Voilà, et ben je vous rends la salle, la session, et je serai là pour les questions-réponses également. Merci bien. Donc, un micro ou pas ? Bienvenue alors. Donc, on va commencer avant même la session. On va rappeler qu'il y a une tablette Windows 8 à gagner sur le stand Azure. Donc, il suffit juste d'activer un compte Trial ou un compte MSDN et vous pouvez vous inscrire au concours. Et donc il y a une tablette à gagner au moins aujourd'hui et demain, il me semble. Voilà, donc, on a été obligé de la mettre dans la slide. Voilà. Attends, je vais checker les slides. Tu veux passer le... C'est toi ? Ouais, c'est moi là. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Émeric Wimbach. Donc le QR code que vous voyez sur le côté, c'est ma carte de visite si vous en avez besoin à l'avenir. Je suis MVP Windows Azure, donc je suis effectivement un peu expert sur Azure. J'ai commencé Azure au tout début de la bêta de Windows Azure. Donc du coup, j'ai fondé la communauté autour d'Azure qui s'appelait The Cloud. Et j'ai travaillé pendant quelques temps en tant qu'indépendant. Et en fait, la suite de ce travail en indépendant, j'ai fondé ma propre société qui s'appelle The Cloud également. Alors qu'est-ce que je fais au sein de la société ? Je fais du service, donc je fais du conseil, de la formation, du développement, de l'architecture logicielle. Et avec la société, à présent, je veux aussi me lancer dans l'édition logicielle avec des applications smartphone, des applications tablettes et autour de la robotique. Donc mes 2 sujets de prédilection actuels, c'est le cloud avec Azure et la robotique avec Nao. Je blogue sur thecloud.fr et vous avez aussi mon compte Twitter si vous voulez, qui est twitter.com/emericw. Donc, quant à moi, je m'appelle donc Wilfried Wavray. Je travaille chez SWAT en tant qu'expert donc sur la technologie donc Azure. Je suis aussi MVP Azure donc comme Émeric depuis donc plus longtemps. Moi, pour ma part, je fais de l'Azure depuis quasiment le début aussi. J'ai rejoint la communauté The Cloud peut-être 3 mois après qu'elle ait été créée, à peu près. Je blogue donc sur mon blog personnel, donc sur Azure principalement. Et je vais plutôt bloguer des tutoriaux autour d'Azure sur le blog de ma société, donc le blog SWAT. Vous pouvez retrouver donc les 2 liens ici. Sinon, donc je suis disponible sur Twitter et sur Facebook où je réponds à des questions sur Azure, où je fais aussi de partage de connaissances de données. On peut retrouver aussi mon QR code avec partage avec tous les liens qui est ici et l'information. Alors au programme aujourd'hui, l'agenda, on va vous représenter un peu Azure c'est quoi. Après on va vous faire un listing rapide des grandes nouveautés de l'année parce que entre les Tech Days de l'année dernière et les Tech Days de cette année, il y a eu foultitude de nouveautés sur Windows Azure. Donc on va vous les présenter. Ensuite on va vous faire un focus sur plusieurs de ces nouveautés qui sont le nouveau portail, qui sont la nouvelle offre d'infrastructure as a service de Windows Azure, ainsi que la nouvelle offre de plateforme as a service qui a été grandement améliorée. Et enfin, dans nos démos, il y aura des nuages, et bien sûr,
PC, tablette, smartphone, mais aussi il y aura du pingouin, de la plante verte, des pommes un peu. Et enfin, si on a le temps, à la fin, on aura robots, Python et autres. Donc, Emery vous a parlé donc, dans l'agenda qu'on verrait du pingouin. Donc, en parlant de pingouin, il parlait de Linux. Donc, en fait, pourquoi? Parce que Azure, maintenant, ils veulent le définir en 3 mots. Le but d'Azure, c'est que ce soit flexible, que ce soit ouvert, que ce soit solide. Qu'on veut qu'en fait, il y ait à disposition une infrastructure qui soit disponible pour tous, on puisse faire ce qu'on souhaite avec, qu'elle soit ouverte aux technologies, que ce soit pas seulement limité à du .NET ou l'environnement Microsoft, et solide, puisque en fait, il faut que ce soit une plateforme fiable, qu'on puisse utiliser en production et que ce soit quelque chose d'utilisable sereinement. Donc, Emery va me présenter un peu les briques. Alors, Windows Azure, comment ça se découpe? En gros, d'un côté, on a le compute, donc pour exécuter vos services, vos applications. Jusqu'à l'année dernière, en fait, là-dedans, on n'avait de disponible qu'une offre de plateforme as a service qui s'appelait les Cloud Services, qui était au nombre de 3. Et on avait des building blocks, comme on dit, pour construire des choses avec votre application. Donc dedans, en 2012, on avait une offre de base de données relationnelle qui s'appelle SQL Azure. On avait une offre NoSQL, qui est donc Azure Storage. On avait une offre de CDN pour héberger vos vidéos ou vos images. Donc ça, c'était pour... Enfin, on avait une offre qui s'appelle le Service Bus, qui est en fait pour faire passer vos messages exactement sur ce que ça s'appelle un bus de messages. On avait aussi 2 offres qui s'appelaient Networking Identity, qui s'appelaient Access Control Services et Windows Azure Connect. Et Windows Azure Connect. Alors l'une qui te permettait de connecter votre infrastructure on-premise, donc chez vous, vos serveurs et le cloud, vos instances cloud, et Access Control Services, c'était pour l'authentification. Donc cette année, on a du point de vue compute 2 grosses nouveautés qui sont les virtual machines, donc une offre complète d'infrastructure as a service qui va permettre d'héberger vos virtual machines, et le nouveau pass qui s'appelle Website, donc qui va vous permettre de faire des sites web hyper facilement, hyper simplement. Dans les building blocks, on a une grosse nouveauté qui est le Big Data, avec un portage d'Hadoop sur Azure. On a Mobile Services qui va permettre de créer très facilement, très simplement un back-end d'Azure. Et on a Media Services qui va vous permettre de faire du streaming vidéo dans le cloud. Pareil, toujours la même chose, de permettre de s'affranchir dans l'infrastructure. Et de quoi j'ai pas encore parlé, caching, en gros, qui est une offre nouvelle de cache distribuée. Et sur les autres blocs, en fait, il y a aussi des nouveautés. On parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps. Voilà. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu beaucoup de mises à jour d'Azure au mois de juin dernier. Et en fait, la plateforme est passée, de 10% des capacités qu'elle avait avant à quasiment 100% ce qu'elle a actuellement. Elle a beaucoup évolué. On a beaucoup de travail finalement sur les mises à jour. Nous, on voit beaucoup d'éléments passés, beaucoup de nouvelles technologies à faire. Donc c'est très intéressant puisque du coup, tous les jours, on a quasiment une nouveauté sur Azure qui sort. Et ça fait un peu de challenge pour notre côté. Donc tu passes à la suivante, s'il te plaît. Donc, en gros, le principe, c'est qu'on est Azure, c'est qu'on va avoir des services. Donc certains services, donc que ce soit du compute, on va avoir du storage, du networking, du réseau. Tout ça, c'est des briques qu'on va pouvoir utiliser à l'usage qu'on a besoin. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai besoin juste d'héberger un site web institutionnel, je peux utiliser un website. Je vais utiliser plutôt un site e-commerce, je vais plutôt utiliser du Cloud Services classique, puisque c'est en mode pass, on a une meilleure fonction sur le Cloud Services, avec d'autres briques que je peux mixer ensemble et vraiment faire ma petite mixture, faire ce que je veux, ce que je souhaite dans les technos que je veux. Donc ça peut être du .NET, du PHP, du Java, du Node.js ou du Python. C'est une preuve de plus que c'est ouvert. Voilà, c'est vraiment ouvert puisque je peux choisir les technologies que je veux, les briques que je veux, donc côté flexible, c'est-à-dire que si vous avez besoin de Mobile Services, je prends que Mobile Services. Je n'ai pas besoin de souscrire à un package entier et tout utiliser. C'est un avantage. Et après, je vais pouvoir l'héberger donc là où je le souhaite. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai 8 data centers au monde, 2 en Europe et 4 aux US et 2 en Asie. Alors pourquoi tu as un point en France, Wilfried? Alors en fait, il y a d'autres points sur la carte en question ici, puisque le CDN, comme il faut que les données soient plus proches des utilisateurs,
ils sont répliqués dans d'autres pays, dont un CDN à Paris, un point du CDN. Donc, en fait, tu as plus de points pour le CDN que le data center. Voilà. Donc on va vraiment pouvoir utiliser les briques qu'on le souhaite pour pouvoir créer la solution qu'on a besoin. On n'est pas obligé de pousser, d'utiliser tout ce qu'on a disponible sur Azure. Il faut aussi dire que dans les trois grandes régions, les données peuvent être géorépliquées entre 2 data centers. Effectivement, tu peux en fait géorépliquer des données, c'est-à-dire que tu vas pouvoir héberger des données en Europe de l'Ouest, par exemple, et ces données vont être automatiquement répliquées dans l'Europe du Nord. Ainsi, s'il y a un problème technique grave à l'Europe de l'Ouest, ou vice-versa en Europe du Nord, il peut en fait décider de basculer, et du coup votre service continuera de tourner, mais sur un autre data center. Vous n'avez pas de perte de connectivité. Alors, les cloud services, ça c'est ce qui existait jusqu'à 2012. Ça existe toujours, évidemment. En fait, je vais juste redonner une petite notion sur les cloud services. Dans les cloud services, il y a ce qu'on appelle un rôle. Un rôle, ça va être votre application. Un rôle, le but d'un rôle, ça va être de spécialiser en fait une machine virtuelle pour votre usage. Donc, ce rôle, on va pouvoir l'instancier en plusieurs exemplaires pour pouvoir avoir une certaine montée en charge. Enfin, ils existaient au nombre de 3, principalement, 3 templates de ces rôles. Il y avait le web role, donc ça c'était pour faire des applications web. Le worker role, c'est pour du traitement batch, traitement de données. On peut comparer un service Windows que vous pourriez installer chez vous en local. C'est un service Windows, un worker role. Un worker role, c'est un service Windows que vous avez chez vous. Et enfin, on avait le VM role, qui était le tout début, on va dire, de l'infrastructure as a service, dont je pense qu'on n'a plus vraiment besoin à l'heure actuelle, avec la nouvelle offre. Voilà. Il y a juste à rappeler, enfin, pour avoir plein de personnes me posent la question, un rôle, ça ne veut pas dire, ici on dit une VM spécialisée, c'est-à-dire qu'elle va faire un traitement spécifique, mais elle peut faire plusieurs fonctions en même temps. On peut avoir un worker role qui peut faire des traitements d'import de données, ou même de purge, enfin, même dans le même worker role. Ce n'est pas une fonction par worker. Donc on peut mutualiser des traitements dans un seul worker, par exemple. Alors, tu nous montres un peu le nouveau portail, Wilfried ? Donc je vais vous montrer le portail. Donc, okay. Donc le portail. Déjà, pour ceux qui ont connu le portail l'année dernière. C'est fait en quelle technologie cette année ? Cette année, il est fait en HTML5. L'année dernière, il était en Silverlight. On avait un portail en Silverlight. Donc le portail en HTML5 est sorti officiellement vers le mois de juin. Donc au fur et à mesure, les nouveautés apparaissent que sur le portail et les anciennes features de l'ancien portail commencent à sont migrées au fur et à mesure. Donc maintenant, il ne reste plus que 2-3 qui sont encore dans l'ancien portail qui doivent être migrés. Donc ici, je vais juste prendre, on voit ici donc la liste des différents abonnements, des différents éléments que j'ai sur Azure. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour les cloud services ? Donc si je prends par exemple un cloud services, on va prendre donc mon blog en question est sur Azure. Parce que je me suis dit que j'allais le mettre sur Azure vu que je connaissais un peu la techno. Ici, donc, on va pouvoir voir en fait un détail donc un tableau de bord finalement de mon application sur Azure avec donc quand je l'ai créé, quand j'ai modifié, où est-ce qu'il est stocké, la version du toolkit du SDK installé que j'ai utilisé. On va voir donc le déploiement, où est-ce qu'il est stocké. Je vais pouvoir voir des ressources liées en fait, donc voir à quel système il est lié dans mon compte Azure. C'est-à-dire que, contrairement à l'ancien portail, quand on déployait sur Azure, on pouvait dire j'utilise un storage pour créer un site. Je vais avoir un storage et un site web. Donc un mot de passe avec du Cloud Services et un storage account. Les deux étaient dissociés. On ne pouvait pas faire les liaisons entre les deux. Il fallait toujours vérifier dans le code, l'application, sous les clés, les chaînes de connexion, savoir si oui ou non était connecté ou pas. Maintenant, c'est faisable, on peut voir les ressources liées. On va avoir aussi un tableau de bord de monitoring. On va pouvoir consulter. Donc c'est pas du temps réel, c'est tous les quarts d'heure qu'il y a une sonde qui est mise en place. Donc ça c'est une des grosses nouveautés, c'est que voilà. Maintenant on a un monitoring de nos instances en temps réel. On peut monitorer donc l'UC, on peut pouvoir monitorer la RAM, des éléments comme ça. Donc là j'ai rien activé sur mon blog, question de choix. J'aurais pu en activer beaucoup plus et avoir plus de métriques affichées. Une nouveauté intéressante. Si vous voyez ici, j'ai un déconnecté de TFS. Donc en fait, c'est que je connectais mon Cloud Services à un TFS Services. Donc TFS Services, anciennement connu sur TFS Preview,
est un TFS, donc 2012, qui est hébergé dans les nuages par Microsoft. Donc, ça permet d'avoir des instances gratuitement jusqu'à 5 utilisateurs. On va pouvoir faire de la build automatique sur Azure et déployer sur un compte Azure facilement. Donc, là, c'est dans le TFS, mais on verra plus tard quand il y a d'autres exemples avec du Git, du Codeplex, du SVN. Donc, je peux avoir toute la liste de tous les déploiements que j'ai effectués, et je vais pouvoir en redéployer un si je souhaite. Donc, je vais pouvoir redéployer en production ou en mode staging, en fait, qui est... Donc, l'une de ces grandes nouveautés aussi, c'est que tu vas pouvoir brancher ça à un serveur d'intégration continue, c'est ça? Voilà, en fait, derrière, c'est un service d'intégration continue. Après, quand je publie sur mon blog, donc c'est une publication manuelle chez moi, parce que je publie pas souvent dessus, je publie donc manuellement, et je vais avoir, il va me créer une build, il me l'a affiché sur Azure, et je vais pouvoir la déployer ou non, si je le souhaite. Donc l'autre avantage aussi, on va pouvoir modifier facilement le scaling de notre application. Donc pourquoi je dis facilement? Parce que on a une petite partie donc mettre à l'échelle, on va pouvoir choisir le nombre d'instances que l'on souhaite. Donc je peux aller jusqu'à la 17, je choisis le nombre d'instances. Donc pourquoi je dis facilement? Parce qu'en fait sur la première version du portail, pour changer le nombre d'instances, il fallait éditer un XML, trouver la ligne où il y avait écrit instance. Donc quand il y avait beaucoup de clés de config, c'était assez laborieux. Il fallait donc trouver le nombre où il y avait écrit instance et changer le chiffre à la main, sans faire d'erreur à sauvegarder. Donc c'était vraiment... c'était à la bidouille, quoi. Disons qu'il ne fallait pas le faire à 3h du matin parce qu'il y a un problème en prod. Il fallait le faire réveillé. Mais sinon, maintenant, c'est simple, on a vraiment un slider, on fait OK, c'est fini. Donc là, je pourrais faire ça et sauvegarder ici. Tu veux dire que maintenant, n'importe qui peut le faire? Voilà, pas besoin de le faire, c'est simple. Donc je vous parlais tout à l'heure de ressources liées, donc on les revoit ici, donc je vais pouvoir accéder à mon stockage. Et pareil, on va pouvoir avoir des monitorings donc, que je n'ai pas activés non plus, mais on a des monitorings aussi, on a une configuration, où est-ce qu'il est stocké, ces éléments-là. Donc ça, c'est portail. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais on va revenir dessus pour le mot de passe et le mot IaaS. Donc je pense que je vais te le laisser passer. Alors, donc, une des grandes nouveautés de cette année, c'est l'infrastructure as a service. Le gros point, je crois que vous avez déjà un peu abordé en plénière, c'est que maintenant Linux est dans Azure. Donc vous pouvez installer vos distributions Linux. Vous pouvez aussi également installer bien sûr Windows Server. Et il faut savoir que la conséquence de ça, c'est que l'année dernière, en fait, Microsoft a été l'un des plus gros contributeurs au noyau Linux pour apporter le support de Linux à Azure. Donc ça c'est encore de la preview, c'est pas encore en version finale, donc vous n'avez pas encore le niveau de service exactement le niveau de service que vous aurez quand ce sera sorti en version générale en version release. C'est les machines virtuelles que vous mettez dans l'infrastructure as a service. En fait, elles sont portables, donc vous pouvez prendre les machines virtuelles, les créer sur Azure, les récupérer chez vous. Et après, il y a une petite conversion. Vous pouvez aussi les renvoyer vers un autre fournisseur si vous voulez. Donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez des machines virtuelles. C'est-à-dire que vous pouvez les installer chez vous, les envoyer vers le cloud ou inversement. Vous pouvez aussi, grâce au produit qui s'appelle System Center dans Windows Server, en fait gérer à la fois les vos deux parcs. À la fois le parc Azure et le parc, votre parc de machines virtuelles locales. Tu nous fais une petite démo, Wilfried? Oui, je vous fais une petite démo. Donc, retour sur le portail. Donc sur le portail, j'ai créé donc plusieurs machines virtuelles. Je vais vous montrer déjà comment on crée une rapidement. Ah, il y a une galerie de machines virtuelles. Alors, non, prête, c'est ça? On a deux galeries maintenant. En fait, on n'a plus qu'une seule, on en a même deux maintenant. On a la galerie fournie par Microsoft, qui permet en fait de choisir des distributions, que ce soit par exemple de Windows Server 2008 ou de Windows Server 2012, avec ou sans logiciel préinstallé dessus. On peut avoir un SQL Server ou un Visual Server. Et on a aussi en fait des distributions libres. On a du CentOS, du SUSE ou du Ubuntu par exemple. Sachant que actuellement donc le prix pour ces instances, toutes les instances c'est le même, savoir puisqu'on est en mode preview, mais à terme, les instances avec des distributions libres coûteront moins cher que les instances avec du Windows Server.
Ça. Donc ça, je vous parlais de ce portail-là, il est possible d'en créer un. Donc en fait, on va pouvoir choisir une VM, dire où est-ce qu'on veut donc la sortie, la version, dire le nom. Donc je peux donner par exemple Windows. Donner le nom, un mot de passe. Ici. Et je vais pouvoir choisir la taille de la VM. Donc ces tailles-là, en fait, ce sont les mêmes que sur un Cloud Services classique. Donc vous avez la même taille. Donc l'avantage, c'est la même facturation. Quand vous voulez calculer rapidement combien ça vous coûte votre compte Azure par mois, vous pouvez rapidement savoir quelle La granularité est la même, quoi. C'est la même granularité. Ici, et vous donnez un nom d'accès web. Donc ici, vous pouvez l'héberger donc à plusieurs dans les data centers qui existent. Donc tout à l'heure, je vais parler de 8 data centers, et on en a que 6. Pourquoi? Parce que c'est encore en mode preview, donc c'est pas disponible partout. Mais à terme, ce sera bientôt disponible partout. Ici, on l'a créé et ça va la lancer. Okay. Et Ah, ou pas, puisque ça a échoué. Voilà, mode preview, démo, ça a échoué. Donc ça arrive parfois. ouais, c'est encore de la preview, hein, comme Voilà. je disais. Mais alors, au ça marche. Là, j'en ai créé une tout à l'heure. Voilà. Donc je te parlais de 2 images, en fait, de 2 disponibilités Ouais. de VM. Récemment, Microsoft a annoncé un partenariat avec le site qui s'appelle VM Depot, qui est un site où on peut trouver des VM qui sont réalisés par la communauté. Soit des VM donc beaucoup open source. On va pouvoir avoir donc par exemple des systèmes entiers avec donc du Drupal, donc préinstallés sur un Linux qui sont déjà configurés pour vous. Vous pouvez donc choisir la VM que vous le souhaitez et la récupérer chez vous et après pouvoir créer une VM à partir de cette image-là. Donc l'avantage de ça, c'est que vous faites 2 galeries, une supportée par Microsoft et une supportée par la communauté. Et cette galerie, elle n'est pas propre à Windows Azure, Voilà. elle existe chez les autres Et fournisseurs. donc oui, vous pouvez utiliser par exemple donc, un fournisseur qu'il utilise actuellement, c'est aussi Amazon qui utilise cette même galerie. Donc on va pouvoir facilement utiliser cette même galerie dans plusieurs services et avoir même finalement la même expérience utilisateur avec nos machines. Donc ça montre vraiment que c'est grâce à la portabilité des VHD, ces éléments-là. Donc j'ai créé quelques VM, on va venir. T'as déjà des VM toutes prêtes, ouais. Donc alors, Qu'est-ce que tu peux nous montrer? je me suis dit, on a dit qu'on y avait du pingouin, un peu Linux, tout ça. Donc j'ai installé Putty chez moi. Il faut en connecter une VM qui s'appelle donc MongoDB. Donc Putty, pour ceux qui ne savent pas, c'est permet de faire du SSH sous le Windows. SSH, c'est un protocole pour se connecter à une machine Linux. Donc là, en fait, tu te connectes à la machine Linux qui est sur le cloud. Voilà, alors je me connecte à une machine Linux sur le cloud quand je trouve mon mot de passe. Attention, voilà. Donc ici, c'est une machine avec un MongoDB installé. Donc MongoDB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système NoSQL qui permet de faire du stockage de documents. Donc j'ai une instance MongoDB. Donc, si je fais mongo-shell, j'ai une instance et donc je vais pouvoir trouver des données. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, je vais avoir des données avec un ID et des éléments dessus. Donc ça, c'est les données que j'ai installées dans le cloud. Mais cette instance MongoDB, elle est disponible dans le cloud. Mais derrière, ce MongoDB-là, il est utilisable de l'extérieur, puisqu'en fait, dans ma machine, j'ai décidé que j'avais un point de terminaison, donc un endpoint, où j'ouvre le port 27017. C'est par là que tu vas accéder à la machine via l'extérieur. Voilà, et le port MongoDB par défaut, c'est 27017. Donc j'ai routé sur le même port public que le privé. Je pourrais utiliser une application. Donc là, en fait, tu as réglé le firewall aussi pour que tu puisses accéder à ce port-là depuis l'extérieur. Voilà, là j'accède finalement au point depuis l'extérieur. C'est le firewall que j'accède. Donc je peux me connecter. Donc c'est pas bloqué ici, c'est bien. Donc je vais avoir un objet de test, une collection de tests. Et ici, je vais avoir mon ID, mes éléments là. Je vais pouvoir donc interagir avec ma base de données. L'avantage de ça, c'est-à-dire que je vais pouvoir même aller plus loin, créer des systèmes PaaS, où je vais pouvoir créer des cloud services classiques et des sites web, connecter à des instances IaaS via un virtual network, donc qui est une particularité en plus de sur Azure, qui permet en fait de connecter 2 machines entre elles et de pouvoir créer en fait un système sécurisé puisque seules les machines qui sont dans le même réseau connaissent les ARS, RSAJP et les éléments. De pouvoir créer en fait finalement une vraie structure, une vraie architecture d'information. Ça. Après, bon, MongoDB, t'aurais pas un truc un peu plus fun là? c'est bien, mais on a dit que, enfin vous voyez, il y a du robot ici, on a une plante là. On s'est dit, on va faire un truc un peu plus rigolo. J'ai créé une autre instance qui s'appelle sur Minecraft. Donc c'est un jeu en ligne qui est sur Internet. Donc pareil, j'ai un serveur Minecraft que j'ai installé sur Azure, que j'utilise pour de temps
temps en temps pour mes jeux perso. Et donc en fait ici, je vais avoir un Minecraft serveur qui est installé, configuré, et je vais pouvoir le lancer, parce que là il est éteint. Hop. Donc ici je lance. Donc là j'ai installé sur une extra small, mais effectivement pour installer un Minecraft, il faut peut-être une version un peu plus grosse. Et ici je vais pouvoir même lancer donc le jeu Minecraft. Donc là en fait tu as installé un serveur Minecraft sur ton instance Linux. Voilà, donc au lieu d'installer chez moi, je vais pouvoir installer multiplayer. Donc j'ai un Minecraft serveur donc sur Azure. Donc l'adresse c'est www.minecraft.cloudap.net. Voilà, si vous voulez jouer avec Wilfried, vous allez sur son serveur. Non, c'est pas le vrai. Désolé. Et ici, donc, on va pouvoir un serveur et pouvoir jouer donc en ligne avec plusieurs personnes si on le souhaite. Donc là, je vais pouvoir utiliser Azure pour pouvoir jouer avec des éléments donc sur Minecraft, c'est un jeu. Ça tourne sur Linux derrière, un serveur. Mais ça montre bien que sur Azure, on n'a aucune limite pour pouvoir installer ce qu'on veut. Vraiment. On va couper. Ici. Donc, j'ai aussi, donc, juste là, tout à l'heure, j'ai installé un SQL Server. Donc, pareil, la galerie. Donc, ça va être un peu plus grosse. Donc, normalement, il a dû démarrer. Donc, en fait, pas encore. On a parlé de SQL Azure tout à l'heure. Mais tu peux aussi installer un SQL Server. En fait, tu peux installer ton propre SQL Server sur une machine virtuelle, c'est ça? Alors, on appelle rapidement l'SQL Azure, effectivement. On peut installer un SQL Server classique. Alors, pourquoi ça? Quel intérêt d'installer un SQL Server classique? SQL Azure, actuellement, a quelques limitations qui sont liées donc, à une infrastructure, qui sont liées au système de cloud computing. On n'a pas accès à la machine non plus, enfin, notamment à ça, on n'a pas accès à la machine, donc ça peut être gênant pour faire plusieurs traitements. Par exemple, des clés de partition sur les index, des éléments comme ça. Donc, vous pouvez vouloir installer un SQL Server classique, ou même, typiquement, migrer le SQL Server qu'on a chez nous sur Azure facilement. Et alors ça, c'est une nouveauté, c'était pas possible avant en fait. Avant, c'était pas avant c'était possible, il fallait utiliser un VM role et faire beaucoup de modifications, c'était très galère. Qu'est-ce qui a permis d'accéder à l'installation d'un serveur de base de données dans une machine virtuelle? C'est le mode IaaS, on a clairement un mode IaaS, on va pouvoir faire ce qu'on souhaite dessus. Et aussi au niveau rapidité, non? Au niveau rapidité, on va maintenant, vu que les machines virtuelles sont sorties donc au mois de juin, depuis il y a eu beaucoup d'évolutions autour de Windows Azure, notamment donc, au niveau du storage. Donc l'accès au storage en lecture et écriture est beaucoup plus rapide qu'avant, ce qui permet d'avoir des meilleures performances sur tout ce qui est machine virtuelle, pour l'utilisation par exemple du SQL Server ou machine Linux ou Windows. Donc j'aurais bien voulu montrer le SQL Server, mais il est encore en cours d'exécution, donc je pense que... Peut-être tout à l'heure si on y arrive. Voilà. En gros, vous allez avoir un Windows Server 2012 classique, connecté sur Azure, et vous pourrez avoir un SQL Server avec une base de données, et pouvoir l'utiliser comme en local. Je propose que tu nous parles des websites. Absolument. Alors donc la nouvelle offre de plateforme as a service de Azure, c'est ce qui s'appelle Website. En gros, beaucoup plus simple. En 3 clics et un café, pour ceux qui prennent du café, vous allez pouvoir créer votre site web. En fait, il y a tout simplement une galerie d'applications avec la plupart des CMS populaires qui existent sur la galerie. Et autre avantage, une fois que vous avez créé votre site web en 3 clics et un café, vous allez pouvoir y accéder le plus simplement du monde. Donc soit par FTP, comme tous les sites web du monde, ou via Git ou TFS, qui sont, on va dire, les contrôles de code source les plus connus. Enfin, voilà, c'est une des grosses améliorations qu'il y a par rapport à avant, c'est qu'avant, si vous vouliez faire un web roll, vous vouliez faire du web dans Azure, il vous fallait en gros 15 minutes pour déployer votre site. Parce que derrière, ça provisionner des machines virtuelles, ça installait des machines virtuelles, enfin c'était c'était assez long, c'était hyper performant, mais c'était assez long. Maintenant, avec Git, vous envoyez votre code, il est déployé en quelques secondes, quoi. Et niveau des technologies sur le website, vous pouvez mettre quoi dessus? Au niveau des technologies, comme on dit tout à l'heure, c'est ouvert. Donc tu peux mettre du .NET, mais tu peux également mettre du PHP, du Python, du Java, enfin c'est du Node.js. Donc c'est-à-dire que je pourrais créer un site WordPress rapidement sur Azure. Tu pourrais créer un site WordPress sur Azure en 3 clics. D'accord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, pour créer un site WordPress sur Azure, avec un cloud service classique, ça m'a déjà fait plusieurs fois, ça prend à peu près 2-3 heures
à faire, puisqu'il y a toute la configuration du PHP à installer, c'est scriptable, il faut faire plein de scripts. Maintenant, c'est automatique. Tout ça. Maintenant, c'est automatique. Tu le Ça crées prend 3 minutes. tu le crées via la galerie, tu récupères le code via Git ou FTP, tu fais tes modifs, tu le renvoies. C'est hyper simple. Et tu peux aussi le brancher sur un système d'intégration continue. D'accord, ça tombe bien. Et tu peux aussi le brancher sur des systèmes comme GitHub. Par exemple, tu peux brancher ton website sur GitHub. Quand on va publier dans le GitHub, ça va se retrouver automatiquement déployé sur Azure. Donc moi je vous parlais plutôt de Mobile Services. Mobile Services, donc c'est une brique dont on parlait tout à l'heure. Donc Pierre aussi a rapidement parlé quand il est venu en introduction. Mobile Services en fait est une technologie donc, qui permet de faire des CRUD pour les applications mobiles, qu'on vient de parler. Donc c'est basé sur le website, pour ça qu'on l'a vu dans les blogs d'applications d'Azure. C'est basé sur un système de website. Et derrière on va avoir donc un système en Node.js, en full Node.js, qui permet de faire un CRUD simplifié pour l'utilisation. Donc si vous êtes développeur Windows Phone, Windows 8, Si vous voulez faire Android, iOS, si vous vous voulez faire un backend. un backend mobile, en gros, ça te fait toutes les opérations que tu auras besoin de faire simplement. Voilà, tu vas créer un CRUD en fait simplement, en quelques clics, en donnant le nom de ta table, et après tu pilotes entièrement ton accès donc au CRUD en question via ton application. Donc l'avantage de ça, c'est que même si tu n'es pas, enfin, tu connais pas grand chose à la partie back-end ou ces éléments-là, tu peux facilement faire un back-end propre, sécurisé, via cet outil-là. Donc, c'était d'abord sorti pour faire du CRUD, mais ça a rapidement évolué pour pouvoir en fait utiliser d'autres fonctionnalités qu'on peut avoir besoin dans des applications mobiles. Je prends par exemple de l'authentification. En fait, si vous voulez vous authentifier avec des providers du type Facebook, Twitter ou Microsoft Account, vous pouvez, en 2 lignes de code, vous authentifier avec ce service-là, le Mobile Services. Vous donnez le nom de votre provider, vous connectez en fait à Mobile Services, vous donnez le nom de provider, et c'est fini. Après, vous pouvez aussi donc maintenant faire du push, c'est-à-dire pusher des notifications à vos utilisateurs, que ce soit sur du Windows 8, du Windows Phone 8, du Windows Phone 7, ou même de l'iOS. Et maintenant, donc, ce qui est ressorti donc très récemment, on a aussi un planificateur. Car, par exemple, si vous voulez faire une application qui importe des données et qui distribue aux utilisateurs, par exemple, des applications de blagues ou des éléments comme ça, on va pouvoir faire en sorte que tous les jours, on va chercher les nouvelles blagues à télécharger et à diffuser, les avoir ici et les envoyer à tous les utilisateurs. Donc c'est pas mal et c'est très simple à utiliser et à mettre en place. Alors, moi je vous propose une petite démo sympa. Ici, on a parlé de matériel tout à l'heure, Pierre a parlé un peu de matériel. Ici, vous avez ce qui s'appelle un kit de prototypage d'objets Gadgeteer. C'est programmable en .NET et ça permet de prototyper, comme je disais, des objets connectés. Donc là, l'exemple que je vais vous montrer, en fait ici sur le graphique, je l'ai remis sur le graphique pour que vous voyez. Vous voyez dessus, il y a une espèce de petite carte mère, l'équivalent d'une carte mère. On a un module Wi-Fi qui va permettre à l'objet de se connecter à Internet. On a un module qui va permettre de se connecter à la plante, qui va prendre l'humidité de la plante en fait. Et on a enfin un module pour l'alimenter en courant. Alors, Tu veux choisir des mots? Ouais, parce que je te passe le micro sinon. Comment ça? Tu veux celui-là? Je Pas sur mon poste. Attendez, je vais changer l'écran. Alors les services mobiles Windows Azure. On prend en compte au pire. Donc en fait, oui, Emery va se connecter sur mon PC avec son compte, parce que moi c'est le mien. Donc ils vont montrer comment créer un service mobile sur Windows Azure. Tu es déconnecté dessus? Ouais. Ou pire ouvre un navigateur. Ok, bon, on va y arriver. Désolé. Hein. Alors, les services mobiles. Donc en fait, moi j'ai créé un service mobile ici qui s'appelle Plante. Quand vous allez le créer, en fait, il va tout simplement être disponible via une URL qui est ici. Donc pour ma plante, ça va être plante.azuremobile.net.
Et comme sur les autres produits de la gamme Azure, vous allez avoir ici un monitoring de tout ce qui se passe avec votre service. Alors donc ce que j'ai fait avec mon objet pour les plantes, c'est que dans Mobile Services, on peut créer des tables. Ces tables elles vont être accessibles via une API REST ultra simple, puisque voilà, j'ai codé ça en très peu de temps via l'API REST. En fait, j'ai écrit dans cette table que j'ai appelée ici moisture, donc pour l'humidité, et j'envoie la valeur d'humidité dans la table. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que même si, quand on regarde les documentations autour de Mobile Services, on parle uniquement de Windows 8, Windows Phone 8, iOS ou Android, il est possible de le faire avec d'autres devices, que ce soit Windows Phone 7, du Gadgeteer ou du Nao, si vous voulez. C'est assez simple à utiliser, à faire avec d'autres éléments. Vous pouvez détourner la fonctionnalité de base pour pouvoir l'utiliser dans vos besoins. Alors, pourquoi je l'ai utilisé sur mobile? Pourquoi j'ai utilisé Mobile Services pour ça? Parce qu'il y a une des fonctionnalités dans Mobile Services qui est bien pratique, c'est qu'on peut envoyer des notifications sur toutes les plateformes. Que ce soit du Windows 8, comme ton ordinateur, que ce soit du Windows Phone. Alors, il y a un SDK qui existe pour Windows Phone 8 natif. Par contre, il n'existe pas de SDK Windows Phone 7 fourni par Microsoft. Donc il y a des gens qui l'ont développé, mais comme on disait tout à l'heure, c'est assez simple de développer son propre SDK. Donc moi j'ai utilisé juste un bout de classe qui permet de récupérer les notifications sur le Windows Phone 7. Et enfin, il existe aussi des SDK pour iPhone. Et dans mon application, il y avait quelque chose que je voulais faire pour gagner du temps. C'était que je voulais partager mon code C# entre toutes ces plateformes. D'accord. Donc je voulais utiliser le même code pour écrire dans les tables, pour voir les notifications, que ce soit sur Windows 8, que ce soit sur Windows Phone 7, Windows Phone 8 ou iOS. Sur iOS, j'ai utilisé un produit qui s'appelle Monotouch, qui est un produit de la société Xamarin, qui va vous permettre de réutiliser votre code C# aussi sur iPhone. Donc du coup, j'ai codé une petite application à la fois sur Windows 8, sur iOS et sur Windows Phone pour récupérer les notifications de la plante. Alors, comment je déclenche les notifications? Comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est basé sur Node.js et c'est entièrement scriptable. Donc, on peut déclencher des scripts, déclencher des opérations avec le JavaScript, et je peux me mettre dans les opérations de mon CRUD. Par exemple, quand j'insère une donnée depuis la plante dans Mobile Services, comme tu vois là ici, j'ai mon script, je rajoute une date à mes données. Les données qui sont envoyées qu'on envoie à Mobile Services, c'est du JSON. L'avantage que ce soit du JSON, c'est que le schéma est flexible en fait. C'est les données qu'on envoie qui vont faire le schéma sur la table. Donc l'avantage, c'est qu'on a installé un peu de NoSQL, parce qu'on va pouvoir choisir les schémas, les colonnes qu'on souhaite au fur et à mesure. Mais derrière, ça repose sur quelle technologie en fait, cette partie-là? Derrière, ça repose sur SQL Azure. D'accord. Donc l'avantage que ça a, c'est que en fait, on va pouvoir, si on veut, fixer ce schéma. Fixer ce schéma et profiter du moteur relationnel de SQL. Donc l'avantage, je peux avoir un schéma un peu dynamique au début quand je vais pouvoir créer mon application. Je vais avoir un schéma dynamique pour pouvoir concevoir mon application, la tester, la valider. Et dès que ce schéma est fixé, je vais pouvoir fixer le schéma, qui soit non modifiable, et pour après pouvoir le consommer dans les applications et aucun risque de régression et de modification du schéma sans faire exprès finalement. Alors là, pour les besoins de la démo, vous voyez que j'envoie des notifications dans tous les cas. Mais ce qui serait sympa, ce serait que j'envoie la notification que quand la valeur est au-dessus d'une certaine valeur. Voilà. Donc, par exemple, alors typiquement, là, je fais un send notifications, j'aurais juste rajouté un if qui serait basé sur la calibration de ma plante. Donc, par exemple, c'est un peu comme si je prends l'exemple de Facebook. En gros, c'est qu'on commente sur un statut, on est abonné à ce statut-là, et on va pouvoir avoir des notifications quand quelqu'un va commenter sur ce statut. Ouais. Des éléments où on va pouvoir l'aimer, on va avoir des notifications. Donc, c'est un principe. Alors je te propose qu'on essaye. Bah oui, du coup.
Donc je vais brancher mon écran parce que moi j'ai l'application Windows 8. Ici. Donc alors, il a une plante où il va pouvoir mettre son petit module Gadgeteer. Donc cette plante est arrosée, puisqu'il l'a acheté hier. Il en a cassé 2 avant des plantes, hein, je vous rassure. C'est pour ça que ça marche. Ça marche, mais il oublie de l'activer souvent. Voilà, voilà pourquoi les plantes meurent. J'avais des plus grosses plantes pour faire mes tests, hein, parce que là c'est pas très pratique. Donc tout simplement j'ai des piles ici. Je l'allume. Voilà. Et normalement il y a une notification qui va arriver à la fois sur ton PC, sur mes téléphones. Alors normalement, si ça marche pas, c'est effet démo, hein, j'ai envie de dire. Non, donc pas de notification pour le moment. Ça va venir. Je pense qu'il l'a oublié. Non, la plante est morte, il n'y a même plus de réseau. Ici la plante. Donc l'effet démo, hein, on lui a dit. Ah, si, ça y est en fait. On l'a reçu une notification, donc c'est-à-dire que je peux savoir quand. J'ai reçu aussi une notification sur mon téléphone ici. Et que oui, maintenant j'en reçois plein. J'ai reçu aussi sur l'iPhone là. Donc maintenant je sais qu'Emeric a repassé les plantes. Voilà, donc l'inconvénient de faire ça, c'est que là j'ai un peu déclenché l'usine à spam. C'est-à-dire que là, dès que ma plante elle envoie des données tout le temps, du coup il y a une notification qui va péter tout le temps sur son PC, sur les téléphones. Ça va pas être très pratique. Voilà. Donc qu'est-ce qui va résoudre ce problème? L'arroser, déjà c'est pas mal. Alors l'arroser, c'est pas la première solution, mais Emeric connaît pas cette solution-là, donc je sais pas pourquoi. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on pourrait par exemple utiliser le planificateur dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, switch. Vas-y, switch sur ton PC. Utiliser le planificateur dont je parlais tout à l'heure et pouvoir modifier en fait, juste enregistrer les données quand tu fais ton insert et envoyer une notification toutes les 15 minutes, tous les 2 jours. Enfin. Ouais, le planificateur, il est ici. Donc tu l'as déjà créé en plus. J'ai déjà créé. Évite le spam. C'est super simple. Ici, on règle quand est-ce qu'on veut que les tâches se déclenchent. Donc on peut faire ça toutes les minutes, tous les jours, tous les mois, C'est toutes les 15 minutes minimum, il me semble. C'est tous les 15 minutes après, et puis après c'est tous les mois, donc tu as un large choix de ce que tu peux faire. Et c'est comme ce que j'ai montré tout à l'heure, en fait, le script que tu vas déclencher, il est déclenchable via du Node.js. D'accord, donc en fait je vais pouvoir modifier mon script et faire ce que je veux comme traitement derrière. Voilà, donc là j'ai fait un truc tout bête, hein, j'ai fait copier-coller du script de tout à l'heure ici. C'est-à-dire que quand tu dis que tu as fait copier-coller, tu peux pas avoir une bibliothèque dans Ultra ici, ce qui permet d'être géré partout dans toutes tes classes? À l'heure actuelle, non, chaque script est indépendant. D'accord. Tu peux pas non plus te faire de variables globales que tu garderais d'un script à un autre. Du coup, c'est un peu... Enfin, et dans ce cas-là, tu t'écris dans les tables. D'accord. Donc là, hop, je réexécute une fois pour le plaisir. Non. Donc le principe, c'est qu'on va avoir vraiment un système qui est ouvert. On va pouvoir utiliser un peu avec n'importe quoi. Parce que, enfin, clairement, une plante, c'est pas ce qui a une première idée quand tu es Mobile Services. Parce que c'est pas très mobile. Mais c'est vraiment possible de faire Mobile Services avec une plante. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé sur Mobile Services, c'est l'authentification. Oui, du coup, puisque j'ai parlé tout à l'heure d'authentification, on va pouvoir intégrer du code pour s'identifier sur une application. Donc là, la plante n'a pas besoin de s'identifier. Mais si on veut, par exemple, donc j'ai allumé une application tout à l'heure. Par contre, mes téléphones, ils pourraient s'identifier. Ton téléphone, oui, mais en application Windows 8 que j'ai mis tout à l'heure, où on a finalement un graphique les données de la plante, lui pourrait s'identifier. Ce que j'ai fait juste avant, c'est finalement en fait d'avoir en fait un système d'identification sur le site ou sur votre application mobile pour pouvoir, par exemple, gérer l'utilisateur, que ce soit entre un device qui soit sur Android et un device sur Windows Phone ou un device sur iOS. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir avoir un utilisateur qu'on va pouvoir suivre au fur et à mesure de son évolution avec ses devices. Et donc c'est hyper simple à faire. Donc en 2 lignes de code, avec le SDK, on écrit l'authentification sous Windows 8. Voilà. Donc on a une petite démo. Donc moi j'ai réglé sur mon PC j'ai réglé ce qu'il faut pour connecter un compte Microsoft. C'est la même chose si vous faites faire du Facebook, du Google, du Twitter. Il y a tout ce qu'il faut pour s'authentifier avec les comptes Google et Twitter. T'es pas sur l'écran. Non, je sais. Donc oui.
Donc voilà les 2 lignes de code. Donc 2 lignes de code avec un try catch, hein, c'est important. Voilà. Avec un try catch, c'est plus propre hein, quand même. Le principe, en fait, la ligne de code, la première, c'est se connecter au Mobile Services. Donc, créer le compte Mobile Services. Et après, vous faites un login à 5 avec le provider que vous souhaitez. Donc, dans les providers, il y en a plusieurs qui existent. Donc, ici, et moi qui utilise un Microsoft Account, vous auriez pu utiliser les 4 providers qui existent, donc Google, Twitter et Facebook. Donc, les 3 autres qui existent. Voilà. Par contre, si vous utilisez les autres, il faut faire la même chose que ce que j'ai fait. Aller sur le portail, remettre vos clés d'application Google, Facebook ou Twitter. Voilà. Donc l'avantage surtout, vous pouvez connecter n'importe quel, aux 4 services en question, simplement et sans avoir à développer des dizaines ou des vingtaines de lignes de code spécifiques à chaque provider. C'est vraiment géré par Microsoft cette partie-là. Donc tu nous montres ce que ça fait. En fait, là, tout simplement, ce que j'ai fait avec ces 2 lignes de code, c'est qu'en dessous, on ouvre une boîte de dialogue qui va présenter l'authentification. Oui, c'est ça. En fait, donc on va pouvoir ouvrir la boîte de dialogue qui va pouvoir créer et l'afficher. Si tu appuies sur Play, on verra ce que ça fait en vrai. Oui, mais alors du coup, je crois que je suis déjà connecté. Donc, un jeu de cloud. Non, c'est bon. Donc, en fait, la boîte de dialogue en question ici, elle est même entièrement gérée par le provider. C'est-à-dire que c'est elle qui vous la fournit. Celle-là. Vous allez pouvoir connecter. Et après, ce qu'a fait Emric, c'est qu'il affiche une boîte de dialogue pour dire vous êtes bien connecté avec tel compte. Donc là, le compte ici, c'est un compte donc, privé, c'est l'ID seulement, puisqu'il n'a pas demandé le nom et le prénom pour pouvoir l'afficher. Il aurait pu le demander et les afficher derrière. Ici, et on va pouvoir voir en fait l'évolution de sa courbe, de sa plante, et on peut voir que voilà, donc ça c'était hier quand j'ai fait le test avec ma plante. Ça c'est quand j'ai testé ce matin, j'étais pas branché sur une plante, donc c'était à 0. Et ça c'est l'humidité de la plante tout à l'heure. Donc celle-là est toute neuve, elle est bien humide. Voilà, c'est ça en fait. C'est une plante par démo, hein, d'accord hein, faut... Ah ouais, du coup, je remonte juste le dernier truc sur le portail. Non. Non, tu voulais montrer autre chose? Ouais. Donc là, on vous a montré comment faire du Mobile Services. Tout à l'heure, je vous ai montré un mot de passe pour faire du .NET dessus. Donc le principe de faire on va pouvoir faire du .NET avec vos websites. Parce que là, on va être. Donc j'ai créé un site questions. Un site où on va pouvoir donc avoir un formulaire de questions. On va un formulaire simple en ASP.NET MVC. Et j'ai déployé sur Azure via un simple clic droit et publish avec mes credentials Azure. Donc ici, avec mes credentials, avec un web deploy, je vais pouvoir déployer sur Azure un website. Donc l'avantage de ça, c'est que ce déploiement-là prend maximum de quelques minutes au début quand vous déployez votre première application, mais après, quand vous faites une update, c'est juste les fichiers modifiés qui vont être impactés et remplacés. En fait, tu parles de quoi là? Tu parles de website, c'est ça? Du website, oui. Ce qui est déjà en fait là. C'est pour ça que je switché sur le website. Ici, et on va pouvoir donc facilement avoir du .NET sur un website classique, l'afficher et pouvoir poser donc ici c'est un système un formulaire de questions, l'afficher. Donc là, en fait, tu as déployé ton site en 3 clics, c'est ça que tu veux dire? En fait, j'ai déployé un site en 3 clics, ce que j'ai fait juste avant. Donc, je vais pas montrer. Donc tu peux nous montrer la galerie également? Je vais vous montrer la galerie. Donc par exemple, j'ai fait mon objet là pour brancher sur les plantes. Si maintenant je veux le vendre. Alors, j'ai montré un site en .NET là, effectivement, puisque je voulais montrer le site en .NET, puisque je vais faire le .NET au Node.js en ce moment. Si je veux faire un site pour vendre ta plante, je pourrais écrire via la galerie, par exemple, créer un compte Drupal, une appli Drupal par exemple. Drupal Commerce. Donc en fait, je pourrais faire mon site de e-commerce pour vendre ma plante en 3 clics maintenant. Voilà, et mettre mon compte Drupal sur une base de données donc SQL ou du MySQL, c'est-à-dire que sur Azure, on a aussi du MySQL. Vous n'êtes pas limité à du SQL classique. En fait, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Du SQL Azure, du MySQL, du SQL Server. C'est ça. Je choisis. C'est open. Donc, sachant qu'actuellement, il y a encore des limitations, c'est en preview, mais il y a possibilité d'avoir plus tard plus de passantes dessus. Et ça a créé mon compte Drupal dans 2-3 minutes. Donc on pourrait revenir tout à l'heure. Voilà. Je propose qu'on passe à la suite, du coup, sur les éléments restants. Alors, donc on a parlé de pas mal de choses. Maintenant, si on parlait un peu de stockage. Alors, donc
Tu peux nous parler des nouveautés qu'il y a dans le NoSQL de Azure Storage? Alors, donc Windows Azure Storage, donc qui est un peu donc le NoSQL de Windows Azure. Il y a eu beaucoup de nouveautés donc récemment, surtout liées au blob storage, ces éléments-là, tout ce qui est table. L'accès aux données, donc maintenant il est beaucoup plus rapide qu'avant au niveau accès aux données, lecture, écriture. Et l'avantage de ça, c'est aussi il y a une nouvelle API qui est sortie donc au mois de décembre, qui est beaucoup plus simple à utiliser, à mon sens en tout cas, qui provoque moins d'erreurs quand vous voulez travailler dessus. Donc il n'y a pas des. Parce qu'avant sur l'ancienne API, c'était en fait un provider link que vous pouviez utiliser. Et une méthode sur. On va être plus gentil. Une méthode sur 8, oui, ne marchait pas. Enfin, marchait non plutôt. Marchait, une méthode sur 8 marchait. Vous n'avez pas d'exception. Tout marche, faut pas le dire ça. Non, en fait, les méthodes d'avant, en fait, c'était un provider link. Et en fait, ces méthodes en question, tous les méthodes en question n'étaient pas implémentées derrière. Tu veux dire qu'en fait, ils ont implémenté des nouveaux opérateurs link? En fait, avant, sur l'ancien provider link, c'était un provider. On a un provider link classique avec toutes les méthodes de link que vous devez connaître si vous faites du .NET. Et ces méthodes-là, toutes les méthodes n'étaient pas implémentées derrière, puisqu'on ne pouvait pas les transmettre en requête de table storage. Maintenant, pour simplifier cela, ils ont créé en fait des queries spécifiques. On va pouvoir créer sa query, on a plus de providers en question à utiliser, et on a vraiment que les opérateurs utilisables, donc les 3 ou 4 opérateurs qu'on a. C'est dans la transformation en fait entre link et le protocole data. Voilà, qui n'était pas bonne avant. Enfin, pas totalement fini. Voilà. Et alors maintenant, il y a aussi d'autres nouveautés donc sur SQL Azure. Peut-être non. Azure, on a parlé, il y a la fédération qui est sortie en version finale. Voilà. On a des nouveautés performance. En gros, ça permet de fédérer plusieurs serveurs SQL pour faire une grosse base SQL qui soit après scalable vraiment à l'infini. Tu m'as parlé aussi au début de Big Data. Ouais, il y a une grosse nouveauté pour le stockage sur Azure, c'est qu'il y a une offre Big Data avec Hadoop sur Azure. Et là, je crois qu'il y a pas mal de sessions au TechDes dessus. Qui en parle. Passer au slide suivant. Non. Et alors, les autres nouveautés dont on n'a pas parlé, qu'est-ce qui reste? Il nous reste Media Services. Media Services, donc c'est ce qu'on disait, c'est du streaming vidéo sur Azure. Tu nous fais une petite démo là ou tu veux qu'on montre ce qu'on peut faire avec Media Services? Je pense qu'on va. En gros, c'est tout bête. Hein, on peut encoder des vidéos, on peut distribuer des vidéos, mettre disponible des vidéos pour du streaming. On peut mettre des DRM, tout ça, c'est hyper simplifié via l'interface. Comme exemple, vous avez dû en voir peut-être sûrement si vous avez regardé les JO cette année, enfin l'année dernière du coup. Vous avez regardé les JO en fait, c'était avec Media Services derrière. Donc on va pouvoir utiliser Media Services pour des grosses diffusions, peut-être que les télés sont aussi comme ça, j'espère, ce serait bien. Mais en fait, tous les éléments Microsoft, en plupart, en tout cas aux US, sont gérés avec cet élément-là. Donc là, j'en ai créé un hier de Media Services, juste pour vous montrer un petit peu. Alors pareil, ça se présente comme les autres services sur Azure. On a d'abord un tableau de bord avec le résumé de l'utilisation. Ici, on peut scaler ce qu'on va vouloir. Donc là, c'est assez facile à expliquer. Hein. C'est tout simplement la bande passante qui va être disponible pour nos vidéos. Et on peut aussi choisir des tâches d'encodage en parallèle. Donc c'est le même principe qu'Azure, c'est plus vous utilisez sur Azure, plus vous allez payer. Mais c'est vraiment à la demande. Ici, en fait, vous avez téléchargé votre vidéo qui sera après disponible via Azure. Voilà, donc si vous voulez mettre vos vidéos de vacances, tout ça, vous pouvez les uploader sur Azure, transmettre le lien et vous pourrez les voir en live. Et là, on verrait dans le log en fait les tâches multimédia d'encodage. Voilà, donc vous avez vraiment un accès simplifié pour pouvoir encoder vos vidéos, pouvoir vérifier que ce soit le cours de progression d'encodage et pouvoir les consulter après en ligne. Voilà, je crois que Pierre a une démo. Non, une démo, c'est juste un petit complément. Le gros intérêt de ce truc-là, c'est pas tellement de l'avoir sur un portail, parce que ça, on va le faire sur YouTube et c'est terminé. C'est surtout qu'il y a une API derrière qui permet d'automatiser ça depuis n'importe quel système. Et donc, que ce soit l'upload, la transformation, la DRMisation, la remise à disposition, etc., on peut faire ça depuis des applis, sans s'occuper des ressources nécessaires pour faire les tâches d'encodage, mettre au bon format, mettre à disposition, etc., etc. Donc c'est effectivement, et là on voit juste en gros quelle puissance on veut mettre à disposition, soit pour délivrer les contenus, soit pour encoder les contenus. Voilà, bon, merci. C'est comme tout sur Azure, tout est disponible via une API REST, c'est ça? Ou presque tout. Et une des autres nouveautés dont on n'a pas encore parlé, c'est le store. Le store aussi. Le store, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Le store, en fait, ça permet d'acheter des produits SaaS
directement dans vos instances Azure. Donc voilà, maintenant il y a un magasin qui est sorti sur Azure. On va pouvoir choisir les briques que l'on souhaite et avoir des services qu'on va pouvoir acheter ou gratuitement, certains sont gratuits encore actuellement. On va pouvoir donc fournir utiliser des services, comme donc je pense à MongoLab, donc je parlais tout à l'heure de MongoDB. On a parlé de MongoDB, donc là, MongoDB, en 3 clics, je déploie un MongoDB, c'est ça? Voilà, on va pouvoir donc créer un MongoDB et avoir un service avec une clé pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est en mode sauvegarde de service. Il est géré par les personnes qui utilisent ce MongoDB là. Donc en fait, tout le monde peut maintenant proposer son SaaS là-dedans, en fait. Alors maintenant, c'est possible. Après, je sais que les demandes sont parfois un peu compliquées. Il faudra demander à Pierre. Donc, tu voulais parler un peu du service bus, c'est ça? Donc le service bus, il y a donc quelques nouveautés, notamment donc, au niveau des performances sur le service bus. On a aussi une nouveauté qui est sortie très récemment, qui s'appelle le Notification Hub. On va pouvoir nous notifier, comme on fait sur Web Services, des devices un peu partout dans le monde, mais via le service bus. Donc l'avantage de ça, c'est que le service bus traverse les VPN, on n'a pas de problématique de ce type-là. Et pour faire par exemple communiquer deux services entre deux réseaux distincts, il faut utiliser le service bus, c'est beaucoup mieux. C'est plus simple à utiliser puisqu'il n'y a aucun souci de protocole réseau et ces éléments-là. Donc vous pouvez notifier des éléments qui sont du coup bloqués derrière un proxy facilement. Il y a aussi une nouveauté avec Active Directory, c'est ça? Alors Active Directory, donc outre ils ont sorti l'Active Directory sur Azure donc récemment, nouvelle version, donc qui est maintenant gratuite. On va pouvoir l'utiliser gratuitement, donc ça permet d'identifier ses utilisateurs, comme on fait avec Office 365, typiquement. On va pouvoir donc identifier ses utilisateurs, on a une API pour pouvoir l'utiliser, on a des graphes pour pouvoir gérer son Active Directory. On peut même le connecter à un AD interne chez nous, pour pouvoir faire plein d'éléments et avoir un Active Directory dans le cloud, finalement, comme on pouvait l'avoir chez soi en local avant. Donc, déjà merci d'avoir suivi notre conférence. Voilà. Un petit mot sur la communauté The Cloud. Déjà, on a un petit stand communauté, stand 85. Si vous voulez discuter avec nous après pendant le salon, on sera présent. Il y a le site thecloud.fr, donc qui est le site de la communauté. On se retrouve souvent sur des événements qui s'appellent les Azure Camp. D'ailleurs, on en a un le 27 avril. Donc, ouais. C'est quoi le concept le 27 On en a un, avril donc le 27 avril, c'est le Global Windows Azure Bootcamp. En fait, c'est un bootcamp, donc un Azure Camp global et mondial en fait. On va pouvoir donc avoir des labs, des conférences et des labs toute la journée. Donc ce sera le 27 avril, c'est un samedi, effectivement. Et ce sera donc au même endroit que si vous étiez à la plénière, la partie Spark. C'est le même endroit, c'est en partenariat avec eux. On va pouvoir donc justement faire un bootcamp et pouvoir avoir des démos, des labs, et il y aura plusieurs coachs qui seront là pour vous aider à appréhender ou utiliser Azure. Il y a aussi un groupe Facebook, si vous voulez poser vos questions, c'est le meilleur endroit. Voilà. Temps de réponse moyen une journée. C'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de monde qui vous répondra. C'est ça. Enfin, il y a un compte Twitter, twitter.com/thecloud, qui est le compte qui relaie toutes les informations sur Azure. Bon, alors, vous pouvez toujours gagner une tablette Windows 8 Voilà. sur le stand Azure. Si vous la gagnez pas, j'apprendrai rien. C'est pas grave. Enfin, si vous avez aimé notre session, mettez-nous une bonne note sur note.mstechdays.fr. Vous pouvez aussi le faire sur le site mobile ou via, si vous avez un portable NFC, via la NFC disponible qui est devant la salle de la session. Il y a plein de trucs à gagner tout le temps. Voilà. Et enfin, revoilà les QR codes. Attends. Donc, celui de Wilfried, le mien, et puis celui qui lui fait gagner les trucs. Attendez. Ah. Attendez, parce qu'en fait, j'ai une version de QR code qui est un peu différente. Et le tien marche pas, en fait, Émeric. Alors, je vais lancer les... Donc, en fait, voilà les QR codes. Donc, il y a le mien, celui d'Émeric, et celui un concours SWAT. Je sais pas si, donc, en entreprise, en fait, un concours où on peut gagner une tablette Surface en question, et d'autres lots un peu sympas à gagner.